Salut! Les éditions indépendantes toulousaines Misma s'exposent jusqu'au 3 décembre au bar L'Apéro. Mais la grosse soirée, c'est le 24 novembre chez Terre de Légende, la librairie bien connue. Igor Alban Chevalier, alias La Grenouille Noire, sera invité chez Album le 26 novembre. C'est l'auteur d'objets graphiques plutôt étonnants. Et enfin, Sébastien Maurice, le dessinateur du magnifique Papette 1914 Rouge Tahiti, édité chez Emmanuel Proust, sera dans la librairie Album le 3 décembre pour dédicacer. Les éditions Ça et Là, dénicheurs de talents américains, nous livrent un grand format intitulé Chasseur de ptérodactyles du New-Yorkais Brendan Leach. C'est l'ouvrage d'un diplômé de la prestigieuse School of Visual Arts de New York que nous tenons entre nos mains tremblantes. Nous sommes en 1904, les ptérodactyles ont envahi la grosse pomme depuis des années et donc, depuis des années, Eamon Sullivan, patrouilleur, chargé de les tuer, les traque. Son frère, réticent en fait de devoir éradiquer une espèce, va devoir l'aider. C'est dans un magistral noir et blanc et gris que l'auteur crée des scènes d'action éclatantes. Un récit qui pourrait flirter avec Tardy mais beaucoup plus aéré, ce Leach a le sens du cadre et de la tâche sur le papier qui donne une force d'évocation aux émotions et à la violence. Dernière chose, on croirait parfois entendre du son. François Villon est l'adaptation en 3 tomes par l'italien Luigi Critone du roman de Jean Telet. Le premier volume intitulé « Mais où sont les neiges d'antan » est sorti chez Delcourt. Cette biographie du célèbre poète, peut-être le premier poète autobiographique, père spirituel de Rimbaud et de Verlaine, nous plonge dans un Moyen-Âge paillard et sombre. Le Paris de 1431 est rempli d'étudiants potaches qui bravent l'ordre, la morale et la mort. L'époque est ignoble, faite de pendaisons, de tortures et de religion jusqu'aux boutistes. François Villon et ses camarades vivotent entre coucheries partouzardes et blagues à base de micro-larcins. Au milieu de cette vie dissolue, cet homme, pas forcément respectable, crée des vers magnifiques. Il sort le joyau de l'ordure. Le dessin est épuré et nous fait plus rentrer dans l'émotion que dans la vérité historique. En refermant ce tome, on se demande si malheureusement cette inhumanité du XVe siècle n'est parfois pas encore autour de nous. Il était une fois en France, tome 5. Nous suivons toujours avec autant de passion le destin incroyable de Joseph Joanovici. Un salaud selon certains, un homme qui tente de sauver sa famille pour d'autres. La traîtrise est permanente dans cette bande dessinée, tant au niveau sentimental qu'au niveau historique. Joanovici tient tout le monde par les... Disons que pour être poli, il possède des dossiers sur la corruption de tous les fonctionnaires en cette fin de Seconde Guerre mondiale. Un seul lui tient tête, le petit juge de Melun. Le dessin est efficace, toujours juste pour un récit habilement mené qui fait des va-et-vient avec la chronologie. Mûri au scénario et valé au dessin, c'est plus que remarquable. Les éditions de la Musardine, pour réchauffer les cœurs et les corps, sortent une nouvelle édition augmentée de l'encyclopédie de la BD érotique par Henri Filippini. Fini les illustrés licencieux qu'on lit sous le manteau, voire d'une seule main, ici on met en lumière un genre presque maudit qui trop longtemps a été imprimé avec une mauvaise encre sur du mauvais papier. Si les images peuvent ravir, les textes viennent enrichir notre connaissance du genre. Le novice s'apercevra vite qu'il n'y a pas que Manara ou Serpieri pour montrer ou suggérer la chose. Des dizaines d'auteurs et d'illustrateurs s'y sont plongés pour le bonheur de la ligne et des yeux. Dans Zara's Paradise, nous avons abordé l'histoire à travers le prisme de la fiction. Aucun de nous deux n'était en mesure d'attester des événements survenus lors de l'élection présidentielle iranienne. Pas plus que nous n'avons voulu tromper nos lecteurs en présentant Zara's Paradise comme un travail historique ou journalistique objectif qui aurait valeur de vérité absolue ou prétendrait à une quelconque neutralité. Nous n'avions pas pour intention de démontrer la nature et l'étendue des fraudes au cours de ces élections. Ce que nous avions à cœur au commencement de ce projet et que nous avons toujours à cœur aujourd'hui, c'est de témoigner de la détresse et d'inverser la tragédie qui frappe le peuple iranien. Cette tragédie est personnelle, son ampleur incommensurable, elle est aussi légale, politique, religieuse et culturelle. À l'instar des millions d'autres personnes hors d'Iran, nous ne pouvions pas regarder des mères et des pères pleurer la perte de leur fils ou de leur fille à Zara's Paradise et au cimetière, sans nous sentir consumés par leur tristesse ou touchés par leur dignité. C'est là l'origine de ce livre, c'est le cadeau qu'ils nous ont offert et celui que nous leur offrons. Voici un extrait de la postface écrite par Ralil et Amir, 2 personnes qui ont pris un pseudonyme pour des raisons de sécurité. Zara's Paradise raconte le printemps 2009 à Téhéran, la quête d'une mère à la recherche de son fils disparu lors des manifestations qui suivirent les élections volées.
Rencontre dédicace avec Nicolas Sûr, qui préfère les dessins aux mots. Ils mettent en image Royal Aubrac sur un scénario de Christophe Beck. Cet immense bâtiment était un sanatorium où l'on tentait de sauver les tuberculeux au grand air et à l'ensoleillement de l'Aveyron. Certains diront que ce lieu ressemblait plutôt à un mouroir. La bande dessinée, très documentée sur la maladie, fonctionne sur un contraste entre un dessin sans chichi, axé sur les personnages plus que sur les décors, et un texte très proustien qui parfois mange les cases. Le plus étonnant dans ce premier tome est l'attente qu'il crée. On présente beaucoup de personnages, on comprend peu à peu certains liens qui se tissent, mais on se demande si on ne va pas tomber dans le fantastique, tant l'ombre de l'hôtel Overlook de Shining plane sur cette bâtisse. Comme nous n'avons pas de réponse, place au dessin.